Bienvenue dans Face aux Assos, l'émission sur l'actu des fédérations, des associations, de l'expérience client, patient et collaborateurs. Servir, renseigner, être à l'écoute, c'est le quotidien des marques avec leurs clients. Parmi ces interactions avec eux, il y a aussi le savoir gérer au mieux les insatisfactions, la réclamation client, comme on l'appelle. 53% des Français ont contacté un service client pour faire une réclamation en 2024. Alors, elles existent, elles sont nombreuses. Les clients sont-ils de plus en plus exigeants ou les marques sont-elles de moins en moins efficientes ou peut-être un petit peu des deux finalement. On va faire un point avec la marque, l'association pour le management de la réclamation client, association dont le réseau de professionnels de la relation client travaille ensemble justement pour essayer depuis 20 ans de transformer, comme ils le disent, les pépins en pépites. C'est avec son délégué général, Marie-Louise Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'A-News Expérience Client. Vous êtes venu il y a 2 ans nous voir, faire un petit tour dans ces studios. C'est donc l'occasion de faire un point ensemble sur ce qui s'est amélioré et sur peut-être ce qu'il faut encore beaucoup travailler, car le chantier est vaste. Où est-ce qu'on en est de façon générale sur la réclamation client aujourd'hui, en 2025? Est-ce qu'on a progressé finalement depuis 2 ans? Alors pour l'heure, je ne pourrais pas vous dire très concrètement quelles ont été les évolutions au cours des 2 dernières années, en tout cas d'une manière chiffrée. Ouais. Ce que je peux vous dire en termes de tendance, c'est quelque chose qu'on observe avec une satisfaction réelle, c'est que vraisemblablement les entreprises se soucient de plus en plus de ce que peuvent dire, penser leurs clients et leurs collaborateurs à l'égard de l'expérience client. Ça se mesure, ça ? Pour l'instant, je n'ai pas de mesure. Je serais très heureux de pouvoir en échanger avec vous d'ici quelques mois à travers une étude. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est de plus en plus sollicité. On voit de plus en plus d'entreprises qui s'élancent sur des projets, ce qu'on appelle de culture client, qui sont des projets qui sont généralement massifs, qui ont pour vocation de passer, si j'ose dire, à la moulinette l'ensemble de l'entreprise sur ce qu'on va appeler les valeurs liées à la satisfaction client, au fait de satisfaire le client de manière prioritaire dans l'entreprise. Et c'est des chantiers qu'on voit pointer non pas de manière épisodique, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, mais de manière beaucoup plus habituelle, de manière beaucoup plus nombreuse. Donc je pense que c'est un indicateur important qui peut traduire quelque chose, et puis également peut-être en termes de formation. J'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes également de formation des équipes, des services clients. Ouais. Et donc, généralement, quand on met du pognon sur la table, c'est pas pour en perdre. Ouais. Donc, vraisemblablement, il y a une prise de conscience de la part des entreprises qu'elles ont intérêt à mieux satisfaire leurs clients de manière plus professionnelle, parce que derrière, il s'agit juste d'une question de rentabilité, de pérennité de nos marques. Vous nous avez parlé il y a quelques instants d'une étude, si juste en quelques mots, parce qu'elle est en cours. Ouais. De quoi il s'agit et quand est-ce qu'elle sera livrée? Alors, l'association a lancé très récemment, la semaine dernière, une étude qui a vocation à dresser une cartographie des services réclamation clients. Donc la vocation, la prétention, c'est d'avoir un état des lieux qui porte à la fois sur l'organisation, sur le pilotage, sur une dimension RH, et puis également sur une dimension culturelle de nos entreprises, de nos marques, à l'égard de ce qu'on appelle le management de la réclamation client. Donc comment traite-t-on ? Comment exploite-t-on et comment pilote-t-on effectivement ce management de l'information négative quand elle nous revient de nos entreprises? Et c'est une première. Alors non, c'est pas une première, ce sera la 3e édition. Ouais. On avait mené une première édition il y a une quinzaine d'années. Ouais. On en a lancé une plus récemment avec nos collègues d'INIT cette fois-ci. Il y a 3 ans, et là on relance avec INIT effectivement cette étude, avec notamment des universitaires qui sont universitaires et chercheurs sur le sujet de la relation, de la réclamation et de la satisfaction, qui sont Daniel Ray et William Sabadi, pour ne pas les citer. Ça sera l'occasion d'en parler pour voir effectivement avec plaisir, si depuis 3 ans, chiffre à l'appui, eh bien, on a progressé. 96,5% des consommateurs considèrent qu'une réponse rapide est importante ou très importante lorsqu'ils traitent avec le service client, et 72% des clients seraient plus disposés à faire de nouveaux appels à une entreprise si celle-ci résolvait rapidement une réclamation. Cet aspect rapidité, est-ce qu'on l'a véritablement intégré au sein des entreprises aujourd'hui? Je pense que toutes les entreprises, quels que soient les sujets, veulent faire de manière rapide, immédiate. C'est un peu le tempo qui est imposé par notre société, par nos moyens de communication, de télécommunication. Après, je pense qu'il faut être lucide, vite, bien
et pas cher, c'est pas possible. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des moyens, notamment dans la relation et la réclamation client, non pas de faire pas vite, pas cher et pas bien, mais en tout cas de pouvoir répondre de manière la plus satisfaisante possible à un client malgré des contraintes économiques. Et là, par exemple, une des clés qui a été partagée récemment lors d'une convention par un adhérent, c'était notamment le fait de donner un maximum de visibilité aux clients insatisfaits dans la manière dont on va gérer la réclamation et notamment dont on va la gérer dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une réclamation, vous me l'adressez, je vais vous adresser un accusé réception qui va être très qualitatif, où en 2-3 lignes, je vais vous faire la démonstration que j'ai réellement lu et compris le sujet de votre insatisfaction, de votre situation. Je vais également signer cette accusé-réception de mon propre nom, pas un nom générique. Je vais vous donner mes coordonnées téléphoniques. Une personnalisation. Voilà, je personnalise. J'ai également une joignabilité et une accessibilité. Donc, je vais donner mes coordonnées directes. Et là, pour répondre à la question du timing, je vais également donner un délai dans lequel je vais vous apporter la réponse. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les clients qui reçoivent ce type de réponse, dans lesquelles on va leur donner une visibilité, donc une visibilité dans le traitement dans son organisation, sont beaucoup plus satisfaits de la gestion du temps, si je puis dire, que des entreprises qui vont répondre comme elles pourront en termes de rapidité, mais qui n'auront pas prévenu, annoncé de délai. Je ne sais pas si j'ai été clair. Vous avez le droit de dire non. Non, tout à fait. Et donc tout ça pour répondre, me semble-t-il, à la question de la rapidité. Si on peut faire rapide, on ne va pas se forcer à faire lentement. Par contre, si on doit répondre rapidement parce qu'effectivement, il y a une injonction, une attente forte là-dessus, si on n'en a pas les moyens, parce que souvent c'est une question de moyens qui va freiner la rapidité, parce que beaucoup d'experts doivent être disponibles en même temps, ça peut être une parade. Voilà. Vous parliez il y a quelques instants justement d'un échange client-marque via le mail. En 2023, selon l'étude SP2C, le canal téléphonique reste le plus prisé par les clients, avec le web callback, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un appel après un mail, mais l'email et les réseaux sociaux sont en nette hausse. Est-ce que ça, vous le constatez également? C'est quoi votre analyse là-dessus? Alors là, ça va être toujours les questions de chiffres contre chiffres, statistiques contre statistiques. Moi, j'ai garde en tête, la tendance. Suite BVA, notamment, je crois que c'était lui, service client de l'année, qui rappelait l'importance également du téléphone. Et nous, c'est vrai que dans notre spécificité, qui est finalement le traitement de la réclamation, qui est lié à une incertitude, qui peut être lié à une rapidité, qui peut être également une dose émotionnelle. Et quand je dis émotionnelle, ça peut être une émotion très forte en fonction des secteurs. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nos clients, nos usagers, nos patients, quel que soit le nom qu'on leur donne, ce qu'ils attendent, c'est souvent d'avoir une réassurance humaine. Et donc, aujourd'hui, le téléphone est très clairement, nettement préféré, priorisé par les clients qui veulent un canal téléphonique. Après, en parallèle, les autres modes d'expression se développent également, comme le mail, comme les réseaux sociaux ou autres. Oui, mais aujourd'hui, en tout cas, la priorité, je parle bien de la réclamation. Oui, la réclamation. Très clairement, aujourd'hui, c'est encore le téléphone qui est largement... Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir de l'humain quand on est mécontent. Oui, c'est plutôt une bonne chose, me semble-t-il. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Le 14 mars dernier avait lieu donc la convention annuelle de la marque. Vous aviez 4 thèmes qui étaient proposés. Je vous propose qu'on les développe ensemble pour savoir un petit peu ce qu'il en est ressorti. Le premier, c'était favoriser l'expression et la compréhension de la réclamation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui justement en termes de réclamation de nos clients? Sur cette thématique, qu'est-ce que vous cherchiez à savoir exactement? Favoriser l'expression de la réclamation, j'ai envie de dire, on évoquait tout à l'heure le transformer le pépin en pépite. Si on pense que la réclamation est une pépite en devenir, alors il faut en favoriser l'expression. Et donc, plus je vais réussir à capter des pépins, plus je vais me donner comme chance, moi, entreprise, de pouvoir en tirer un bénéfice que nous, on voit au service soit de l'innovation, de la performance économique ou de la transformation culturelle. On pourra en parler pendant des heures, mais voilà les 3 points. Et donc, si on veut effectivement avoir ces opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir les provoquer. Et donc, en cela, c'est se mettre à la portée du client pour lui favoriser l'expression de la réclamation. Et donc, ça peut passer, par exemple, par la mise à disposition de canaux, on vient d'évoquer. Il y a du téléphone, il y a du mail, il y a du courrier.
Mais il y a aussi, de manière proactive, de se rendre compte, par exemple, je suis dans une concession automobile, je vois qu'un client a l'air de douter par rapport à une prestation, par rapport à un service, et voilà, c'est peut-être de manière proactive aller l'inciter à exprimer son insatisfaction, voire moi me faire le porte-parole de sa réclamation auprès de la marque qui me supporte pour pouvoir le satisfaire. Ça, c'est un exemple. Je favorise l'expression, voire je vais même le faire pour le client. Et puis derrière, la notion de compréhension de la réclamation par les collaborateurs, ça passe, on l'évoquait d'un trait de plume tout à l'heure, mais c'est aussi comment les former pour qu'ils soient sensibles également à la satisfaction du client dans ce que le client peut vivre dans nos magasins ou au téléphone. On parle du sourire dans la voix, l'insatisfaction dans la voix, elle s'entend aussi. Donc je suis en contact avec une personne au téléphone. La fameuse question de est-ce que je peux quelque chose pour vous, est-ce qu'on a tout traité. Bref, d'essayer d'aller traquer tout ce qui peut être de l'ordre de l'irritant. Ça paraît être une évidence finalement. Ouais, mais notre job, c'est de faire beaucoup d'évidence. Ouais. Mais ça, a priori, ça ne l'est pas pour tout le monde donc. En tout cas, ça l'est pas pour tout le monde. Ça l'est pas pour tout le monde. Non, je le confirme parce qu'on a aussi culturellement la satisfaction du client dans nos entreprises. Quand j'étais petit gamin, quand on était dans nos écoles de marketing, on parlait davantage de la pénétration de nos marques dans un marché que de la satisfaction de nos clients. Ouais. Et donc, culturellement, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que les gamins comme moi soient remplacés par de nouvelles générations qui allaient sans doute très sensibiliser à la satisfaction client, de l'univers, etc. Autre thème développé lors de ce rendez-vous du 14 mars dernier, répondre aux insatisfactions, méthodes de résolution et gestes commerciaux. Un petit chiffre pour souligner ça, en 2023, 75,5% des consommateurs ont changé de marque ou d'entreprise, justement en raison d'un mauvais service à la clientèle. C'est d'ailleurs mon cas pour la téléphonie. J'étais extrêmement mécontent de mon service et des tarifs qui m'étaient proposés. J'ai changé. Tout d'un coup, mon ancien opérateur s'est mis à beaucoup m'appeler pour savoir ce qu'il pouvait faire pour moi, mais c'était trop tard. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti justement sur cette thématique? Et le geste commercial, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est véritablement ce qu'attendent aussi les clients? Là-dessus, je n'ai pas de chiffres. Ouais. J'aurais davantage des pratiques que des chiffres. Ce par contre qui nous est rapporté de manière assez régulière, je pense notamment à KPM qui est un cabinet d'études qui fait de l'analyse linguistique et qui nous disait qu'il y a une quinzaine d'années, les courriers étaient, parce qu'on parlait encore de courriers et de mails, étaient extrêmement longs. On demandait du bout des doigts s'il était possible d'obtenir un petit geste, une compensation. Et Laurent nous disait lors de précédentes conventions, et ça date pas d'hier, que maintenant les mails étaient de plus en plus réduits et c'était go to the point, moi il y en a vouloir pognon. Ouais. Donc en gros, ça ne servait à rien d'apporter, si on était dans la caricature, des informations sur le contexte auprès du client, il fallait tout de suite payer. Si on caricature, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de demandes de dédommagement, il y a de plus en plus de menaces, mais on se rend compte aussi que quand le client, on arrive aussi à des stades où il dégoupille aussi vite, c'est que souvent, on s'est bien donné les moyens aussi de faire en sorte que le chemin de rose était un peu un chemin de croix et que du coup, dès qu'il a quelqu'un à portée de baffe, il s'y colle. Donc voilà, on joue pas forcément, on joue un peu contre notre camp certaines fois. Après, heureusement, un client est comme vous. J'imagine que si on vous avait expliqué pourquoi on s'était peut-être planté en temps et en heure, peut-être que vous ne seriez pas à la concurrence, ou que vous n'auriez pas fait de geste. Certainement. Et donc, je pense que là-dedans, on l'évoquait tout à l'heure sur le côté humain, voilà, la notion d'écoute, la notion d'empathie, qui n'est pas d'être sympathique, mais de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, et de pouvoir cheminer avec lui pour trouver une solution commune et qui soit respectable, peut permettre d'éviter d'aller à des dédommagements systématiques. Après, un chiffre peut-être qui pourrait intéresser la communauté des acteurs de la relation client, parce qu'elle vient d'études universitaires. William Sabadi nous rappelait qu'un geste co, au-delà de 80% du montant de la prestation initiale, les 20 derniers pourcents sont inutiles ou superfétatoires. C'est-à-dire que voilà, le bon geste co, disent les chercheurs, William Sabadi, comme ça, s'il y a une réclamation, c'est chez lui, c'est jusqu'à 80%. Après, au-delà de 80%, ça va être un effort supplémentaire avec une satisfaction générée qui sera extrêmement faible. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire il faut moins donner, mais peut-être qu'on peut répartir différemment, effectivement, les volumes financiers qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que vous avez 100, vous ne devez en donner que 80 demain.
Mais peut-être qu'effectivement, sur ces 100, vous pourrez les répartir différemment auprès de l'ensemble des clients et donc finalement attribuer plus de dédommagement à plus de monde. Est-ce que ça veut dire aussi que, finalement, comme je le disais en introduction, les clients sont aujourd'hui de plus en plus exigeants et que la concurrence est tellement souple aussi que facilement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et aussi avec les nouvelles technologies, on peut basculer d'une marque à une autre, que ce soit pour effectivement tout ce qui est online ou même en retail, finalement. Voilà, beaucoup de choix et de possibilités pour un client d'ailleurs. Très, très clairement, je pense qu'on est beaucoup moins incarcéré qu'on l'était autrefois dans nos contrats. On a évoqué la téléphonie, qui a été d'ailleurs, je crois, un des premiers marchés, non pas dérégularisé, mais sur lequel on a largement favorisé la mise en concurrence avec la portabilité, notamment des lignes. Je crois que c'est le cas dans la banque, c'est le cas dans l'assurance. Après, voilà, ces espèces de coups de boutoir qui nous viennent du Parlement, on peut les regretter. Après, moi, ce que je constate à un niveau très pragmatique, c'est que la banque, l'assurance, on pourra me dire ce qu'on voudra. Je trouve qu'à bien des enjeux, à bien des points, sont quand même des secteurs qui ont beaucoup avancé sur ces sujets de satisfaction, du traitement de la réclamation client. Et si tous les secteurs étaient à leur niveau, ça pourrait déjà être pas mal. Donc ça, c'est sur l'élément que vous évoquiez, qui était sur peut-être le marché, le fait d'être plus en concurrence. Et puis ensuite, je pense que, et ça c'était Nespresso, Arnaud Deschamps, le génie d'Arnaud Deschamps quand il était DG de Nespresso, qui était de se dire, mon concurrent, c'est pas le cafetier, mon concurrent, c'est une expérience, en l'occurrence, c'était l'expérience du luxe. Et donc, ça a été de designer, de repenser son industrie par rapport à des codes qui étaient extérieurs à son propre secteur d'activité. Et je pense qu'aujourd'hui, quelles que soient probablement les pratiques, les expériences qu'on va vivre, notamment les expériences de réclamation, les expériences relationnelles, on va les comparer avec d'autres produits, d'autres marques qui sont extérieures. Et c'est vrai que notamment pour citer celui dont il faut rarement dire le nom en France, qui est Amazon, c'est vrai qu'Amazon a mis par exemple des standards auxquels on a du mal à ne pas comprendre qu'ils ne soient pas tenus par d'autres entreprises. Alors certaines fois on oublie qu'Amazon est un logisticien, donc il maîtrise très bien sa chaîne de logistique, et donc ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Mais voilà, je pense que oui, on a des standards, des référentiels qui bougent, et il est possible qu'on soit beaucoup plus tatillon sur certains points qu'on ne l'était il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous parliez de l'exemple Nespresso qui s'est inspiré de l'univers du luxe, justement. Cet univers du luxe, c'est un inspirateur pour l'expérience client? Alors je sais pas, j'en parlerai pas de manière très facile parce que j'ai peu d'exemples ou de benchmarks spécifiques à ce secteur. Maintenant, de ce que j'ai pu vivre sur l'univers du luxe, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on y constate qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour satisfaire. Moi, j'ai une expérience qui reste mémorable, qui était dans un Four Seasons dans le sud de la France, à côté de Fayence. On y avait passé 4-5 jours grâce à mon épouse, qui travaillait dans cet établissement. Et alors que nous quittions l'établissement, il y a le chasseur sur le perron qui, voilà, vous partez, etc. Et puis, il comprend que le départ est un départ définitif, et il nous dit, voilà, je reviens dans une seconde. Et une seconde plus tard, il revient avec 2 petites bouteilles d'eau fraîche. Petite bouteille d'eau fraîche, la valeur est peut-être 15, 20 centimes, 30 centimes peut-être, sur un séjour d'une semaine, alors sur lequel on aurait été incapable de se l'offrir, mais qui était probablement avec un grand nombre de zéros. Voilà, ces 2 petites bouteilles qui étaient offertes, qui étaient très probablement une signature qui avait été travaillée par le resort, pour moi reste vraiment l'exemple qu'il ne faut pas forcément beaucoup d'argent pour bien faire et avoir une empreinte mémorable. Autre thème de la convention, c'était embarquer l'intelligence artificielle au service de nos missions. On en est où justement pour la résolution de problèmes clients avec l'IA, sachant qu'il y a un sondage qui révèle que seuls 26,5% des clients sont favorables à la gestion de leurs réclamations via l'IA. C'est vrai que c'est bon, depuis 2 ans on en parle, matin, midi et soir, entrée, plat et dessert. Est-ce que véritablement, d'abord, l'IA est une solution pour les marques pour faciliter la résolution de réclamations? Est-ce que les clients se rendent compte que c'est véritablement utile ou pas? Je ne sais pas si eux se rendent compte. C'est à nous de voir si c'est utile pour nos marques à l'égard de nos clients. Ce qu'on a pu voir, alors c'était le cas notamment de Best Western et de la CNAV, donc la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, qui nous ont fait des démos sur justement l'usage d'outils qui a été élaboré notamment par la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Et c'est vrai que les démonstrations faites étaient, on va parler d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une simplification, une
une simplification des réponses, du rapatriement de différents éléments de réponse pour pouvoir traiter certaines fois des cas qui sont extrêmement spécifiques, qui requerraient normalement des expertises fortes. Donc, sans doute quelque chose de plus simple. Après, on est bien d'accord que les réponses doivent être validées par de l'humain. Voilà, il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir des réponses qui partiraient surtout sur nos cas de réclamation en autonomie. Automatiquement, ce qui peut être vraiment questionnant, c'est que sur la base des chiffres qui nous ont été confiés par nos partenaires sur certains, sur la satisfaction liée aux réponses. En fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que les réponses qui avaient été réalisées par l'IA avaient 11 points de satisfaction au plus à l'égard des clients. Et ça, par contre, ça doit nous poser question, puisque voilà, c'est de se dire, si l'humain, donc nous-mêmes, on n'est pas au niveau, entre guillemets, de la machine, ça pose question. Donc la question derrière, je pense que c'est la formation des équipes pour que ça ne soit pas justement une variable d'ajustement. C'est ce qui en est ressorti de vos échanges. Hein. Très clairement. Au niveau du témoignage de ACNAV, c'était le cas en fait sur les réponses qui sont apportées. On a 11 points de satisfaction en plus lorsque les réponses sont générées par la machine. Et donc validées par l'humain. Mais si on a une réponse strictement humaine, on a 11 points d'écart. Donc ça doit poser question. Il n'y a pas de fatalisme là-dedans, mais ça doit poser question. Donc là, vous parlez de formation, donc formation des équipes à savoir se servir correctement de l'IA quand vous êtes venu. Ou de savoir répondre en fait. C'est quel type de réponse, quelle est la méthode dans laquelle je vais déminer une situation client difficile, par exemple. D'accord, donc ça rejoint finalement un thème qu'on avait évoqué il y a 2 ans. Vous nous aviez dit que 43% des personnes en contact avec un client, donc on peut citer par exemple les vendeurs en magasin, en retail bien sûr, mais aussi un accueil d'un hôtel, vous parliez tout à l'heure, les agents de sécurité, les installateurs à domicile, bref, tous les ambassadeurs des marques. Seulement 43% recevaient une formation à la relation client il y a 2 ans. Est-ce que là-dessus, on sait si davantage de formation, encore une fois, ça me paraît tout à fait naturel de cette relation avec le client, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce qu'on a travaillé sur ce dossier-là depuis ? Malheureusement, moi je pourrais apporter une réponse je parle ferme. En termes de chiffres. Mais... En termes de chiffres, je pense que la notion de culture client pénètre vraiment dans nos entreprises. Donc oui, la formation, je pense, j'espère que la tendance se poursuit, mais je parle bien d'espérance. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de choses tangibles, en dehors de pouvoir effectivement affirmer qu'on a des sollicitations qui sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient par le passé, mais voilà, je sais pas si... Et par rapport aux membres de la marque, justement, vous êtes combien de membres aujourd'hui d'ailleurs ? Aujourd'hui, la marque, c'est un peu plus de 330 entreprises. D'accord, donc ça a augmenté depuis 2 ans. Parmi ces 330 membres, est-ce que c'est vraiment dans la veine de former tous ces collaborateurs Oui, après, je ne sais pas si notre communauté est représentative de l'économie française. C'est vrai que souvent, quand on vient dans la maison, c'est qu'on est déjà un peu orienté sur le fait qu'on intuite, ou on a la conviction que la réclamation est un moment de vérité et qu'il ne faut pas le rater si on veut pouvoir garder le client et notre job avec. Le dernier thème qui était développé pendant votre convention, c'était assez rigolo, assez disruptif. Réclamation client et réclamation dans le couple, même combat. C'était avec une psychologue, je crois. Exact. Racontez-nous un petit peu ce qu'il en est ressorti justement de ce parallèle. En fait, heureusement ou malheureusement, le parallèle est évidemment proche. C'est-à-dire que l'intuition qui a été confirmée. Le problème, c'est que dans un couple, quand ni l'un ni l'autre ne gueule, c'est que souvent c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a pas de conflit, quand on ne se met pas en capacité de dire ce qui dysfonctionne, c'est que souvent le cœur, voire les yeux, regardent déjà ailleurs. C'est-à-dire que c'est quand on a confiance l'un en l'autre qu'on est capable de pouvoir aller challenger l'autre en disant ça, il faudrait faire mieux, et de se raviser. Voilà, quand il n'y a plus d'attente, quand il n'y a plus d'espoir, j'allais dire dans le partenaire ou dans le conjoint, quand ça gueule plus, c'est que souvent, malheureusement, le cœur est déjà parti. Et donc là-dessus, oui, c'était notamment des éléments sur comment écouter, écouter mieux, pouvoir effectivement, non pas un peu la caricature qu'on peut d'ailleurs faire des hommes qui tout de suite veulent apporter une solution, mais d'être peut-être davantage dans une réelle écoute et une compréhension de l'autre,
avant d'apporter une solution qui se voulait être l'alpha et l'oméga. Voilà. Je suis dans la caricature, le propos était beaucoup plus nuancé, et évidemment, ceux qui souhaiteront pourront avoir un replay sans doute sur notre site internet. Ça sera avec grand plaisir. Pour terminer, les dossiers un peu chauds sur les 2025-2026 ? Nous, on va se remettre de nos 20 ans déjà, parce que l'année dernière était une activité assez rivée sur ces 20 ans. Là, je l'évoquais tout à l'heure, la cartographie. Des services réclamation clients qui du coup sera présenté en septembre-octobre. Okay. Et puis là, on a lancé d'autres activités, un club B2B. Voilà, ça faisait un bon moment que les adhérents souhaitaient qu'on crée un club B2B parce qu'il paraît qu'il y a des spécificités qui sont propres exclusivement au B2B. Et donc, on va creuser ça là, dans les jours à venir avec des clubs récurrents qui permettront aux acteurs de l'ASSO de pouvoir échanger sur ces problématiques-là. Et puis ensuite, on est très pragmatique. Donc, on verra ce que nous demandent nos membres pour voir comment répondre au plus grand nombre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.